Bonjour, dans ce tutoriel nous allons parler des virus et de tout ce qui concerne la sécurité de son ordinateur. Alors, d'ailleurs il n'y a pas que les virus, on regroupe tout ce qui est programme malveillant sous le nom de malware. Donc dans les malwares on a évidemment les virus, donc les virus qui sont des programmes qui infectent vos fichiers, qui peuvent même, aussi bien vos documents que les fichiers du système, qui peuvent se propager de fichier en fichier, etc. Mais vous avez aussi, donc eux généralement on le remarque, ça se manifeste par des dysfonctionnements ou par des pertes de ces fichiers. Or il y a des malwares que vous ne remarquez pas forcément, par exemple tout ce qui est troyen ou spyware, les logiciels espions. Un logiciel espion par exemple, une fois qu'il est rentré dans votre ordinateur, il peut remonter des informations à une tierce personne, mais vous ne le savez pas. Mais vous êtes quand même infecté quelque part. Voilà, donc un troyen par exemple peut ouvrir un port, donc une sorte de porte si vous voulez, c'est un peu l'histoire du cheval de Troie, qui peut permettre à un pirate de prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Après vous avez aussi par exemple ce qu'on appelle des adwares, des publicités intempestives, donc quand vous démarrez votre navigateur ou alors toutes les 20 secondes, une connexion à un site totalement inattendu, bon voilà, c'est que vous êtes infecté par un adware. Voilà, etc. Des vers, des sortes de virus qui se propagent sur les réseaux, virus de mail qui s'attaquent plus aux mails, euh, les rootkits. Donc rootkits, c'est déjà plus récent ça, qui se font passer un petit peu pour un processus normal, mais qui permettent aussi de prendre le contrôle du PC à distance. Donc sont souvent difficilement détectables par les logiciels courants, les rootkits sont pas forcément évidents à éradiquer, etc. Donc vous voyez qu'il existe plusieurs types de menaces regroupées sous le nom de malware, les logiciels malveillants. Les symptômes, bon, ça peut être, comme je vous disais, pour les pubs, des connexions non attendues à certains sites internet, lancement non attendu d'applications, ça peut être aussi le synonyme d'un virus, d'un rootkit ou autre. Après, les causes peuvent être diverses, hein. Disparition ou endommagement des fichiers, c'est pas forcément dû à un virus. Ralentissement de l'ordinateur, c'est pas forcément dû à une infection, donc il faut diagnostiquer, hein, il n'y a pas de mystère, mais ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà. Les logiciels de protection qui se désactivent ou qui se lancent plus, ça peut être le signe d'un rootkit, etc. Donc, par rapport à certains symptômes, comme je vous le dis, il peut y avoir plusieurs causes. Néanmoins, si vous avez des doutes, quoi faire? Donc, vous pouvez, dans ce cas-là, faire appel à un expert, mais évidemment, il va vous facturer l'intervention. Essayez vous-même, alors on verra tout à l'heure quelques logiciels pour essayer d'éradiquer les infections soi-même, ça peut marcher pour des petites infections, mais évidemment pour des grosses infections qui agissent vraiment, on va dire, profondément dans le système, vous n'y arriverez pas. Là, il faudra faire appel à des utilitaires spécifiques que si vous ne les maniez pas correctement, vous risquez d'endommager votre système. Vous pouvez aussi trouver sur internet des forums de dépannage où vous pouvez vous faire guider à distance, mais ça implique quand même que vous sachiez utiliser bien l'internet, vous inscrire à un forum, installer des choses dans l'ordinateur, poster des rapports, les envoyer en fichier joint, etc. Si vous ne savez pas bien utiliser votre ordinateur comme ça, vous n'arriverez pas trop à vous faire désinfecter à distance, mais il faut savoir que ça existe. Que faire dans le cas par exemple où vous avez des doutes, vous croyez que vous êtes infecté par un rootkit, donc il vous a neutralisé votre antivirus, donc vous ne pouvez pas faire une analyse antivirus, mais vous avez encore votre connexion internet. Alors pourquoi pas utiliser un scan en ligne. Donc je vais vous montrer comment faire un scan en ligne. Alors vous avez par exemple des fabricants comme EZ, Bitdefender, etc. qui proposent ça. Alors, comment faire? Donc par exemple, je vais lancer un navigateur, Firefox.
Dans mon navigateur, je vais taper par exemple scan en ligne et le nom d'un fabricant qui propose ça, disons EZ. Ensuite, je vais choisir par exemple le premier résultat. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton bleu ici, lancer EZ Online Scanner. Là, je vais dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cocher la case oui, j'accepte les conditions d'utilisation et je vais cliquer sur Start. Toc et toc. Ensuite, là, il me demande d'installer un petit programme pour pouvoir faire son analyse. Alors, on n'installe pas un antivirus, hein, on installe juste un petit programme qui va permettre de faire une analyse de votre ordinateur. Mais évidemment, ça ne va pas protéger ou surveiller votre système en temps réel. C'est juste pour faire une analyse comme ça de votre ordi et des fichiers qui sont dedans. Et aussi de les mettre en quarantaine. Hein. Voilà, le programme est quand même capable de neutraliser et de mettre en quarantaine les fichiers qu'il aura détectés. À noter que là je suis dans Firefox, donc ça se présente comme ça, mais si vous êtes dans Internet Explorer par exemple, je crois qu'il faut activer, autoriser un ActiveX. Donc si vous voyez un message qui apparaît en haut ou en bas de la fenêtre qui vous propose d'autoriser un ActiveX, ben faites-le, arrivé à cette étape-là, il n'y a pas de danger. Vous n'êtes pas sur un site dangereux. Vous êtes en partant de Google comme ça, et en ayant tapé scan en ligne EZ, et en prenant le premier résultat de Google, vous êtes sûr d'être sur le vrai site de confiance d'EZ. Donc vous pouvez installer des choses, ou autoriser des choses, il n'y a pas de danger. Donc là j'installe ce petit truc, je clique dessus. Voilà, j'ai une petite fenêtre qui apparaît par-dessus, je clique sur enregistrer. Donc là je le mets dans mon dossier téléchargement par exemple, enregistrer. Donc moi je l'avais déjà, donc je l'écrase, mais vous ne l'aurez sans doute pas. Voilà, mes téléchargements sont terminés. Je vais dans le gestionnaire de mes téléchargements. Je clique dessus pour lancer l'installation. Je recommence à nouveau. Oui, j'accepte les conditions d'utilisation. Yes, I accept the terms of use. Et start, démarrer. Voilà. Donc à ce moment-là, est coché par défaut supprimer les menaces. Donc ça oui, pourquoi pas, il va supprimer ce qu'il a trouvé. Scanner les archives. Alors, si vous êtes pressé, évidemment vous pouvez ne pas cocher ça, mais si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez lui dire de scanner les archives parce qu'il peut y avoir un virus qui se cache dans un fichier archive. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fichier archive, je vous le renvoie sur le tutoriel que j'ai fait sur les fichiers archives. Voilà. Si vous voulez même une analyse plus poussée, vous avez ici dans Advancing Settings là, les paramétrages avancés. Vous pouvez cocher par exemple l'option Scan for Potentially Unwanted Applications, scanner pour des applications éventuellement dangereuses, et même Scan for Potentially Unsafe Applications, scanner pour des applications potentiellement unsafe, je sais plus, non saine, enfin bon. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus poussé. Non sécurisé, application non sécurisée, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous pouvez cocher tout ça, vous faites Start. Donc vous cliquez ici. Tac. Et là, il va analyser, donc encore une fois, ça serait si votre antivirus dans votre ordinateur est désactivé, hein, ne fonctionne pas bien. Là, il va analyser votre ordinateur sans que vous ayez eu vraiment à installer un antivirus. Vous avez juste installé un petit logiciel qui vous permet de faire l'analyse
presque à distance on pourrait dire. Alors évidemment ça va prendre du temps, d'abord il télécharge la base de données des signatures virales, et puis ensuite il va commencer à analyser tous les fichiers dans votre ordinateur. Alors selon le nombre de logiciels ou le nombre de documents que vous avez devant votre ordinateur, vous pouvez avoir potentiellement 100 000, 500 000, 1 million de fichiers. Donc forcément que ça met du temps à analyser. De même, selon la puissance de votre ordinateur, évidemment ça prendra plus ou moins de temps. Mais il peut y en avoir pour 1 heure ou 2, ça dépend. Et quand il aura fini, donc vous pourrez voir le fichier, le rapport, voir le nom des menaces, et puis par défaut, il vous cochera pour pouvoir les mettre en quarantaine, et donc il les neutralisera. Donc là, on va le stopper, voilà, comme ça vous saurez. Alors s'il détecte un ou deux petits trucs, votre ordinateur n'est pas forcément infecté, hein, ça peut être des choses pas forcément dangereuses qu'il aura détectées. Par contre, si vous voyez qu'il détecte une dizaine de choses, là c'est que vous êtes infecté. Vous pouvez aussi installer dans votre ordinateur un logiciel d'analyse, comme par exemple vous en avez un qui est pas mal, Malwarebytes anti-malware. Donc logiciel qui évidemment n'est pas un antivirus qui va vous protéger en temps réel, du moins pas la version gratuite là, mais qui va vous permettre comme ça d'analyser tous les fichiers dans votre ordinateur, voire même de supprimer les menaces. Alors pour l'installation, je vous renvoie au cours sur l'installation de logiciels, sur le tutoriel que j'ai fait sur le téléchargement et l'installation. Une fois qu'il est installé, bon ben évidemment vous le lancez. Donc si le logiciel a besoin de faire des mises à jour, souvent il est fait au début. Sinon, vous pouvez les faire en allant dans l'onglet mise à jour. Vous allez les faire vous-même. Alors, à noter que des fois quand vous installez le logiciel, il est en anglais. Donc si vous voulez passer en français, vous allez dans Settings. Donc là évidemment il y a marqué paramètres parce que je suis en français, mais s'il était en anglais il y aurait marqué Settings. Et dans Settings vous trouverez dans Language, vous seriez en English, il faudrait choisir French, français. Une fois que vous avez choisi French, français, et bien là évidemment vous passez en l'interface devient en français. Donc à ce moment-là vous pouvez aller non pas dans Update, mais dans mise à jour, puisque Update ça veut dire mise à jour. Dans mise à jour, vous cliquez simplement sur rechercher des mises à jour. Donc là il va probablement me dire qu'il n'en a pas trouvé. Voilà, vous avez la dernière version de la base de données. Sinon il le fait. Donc ça peut durer quelques secondes à 2-3 minutes, hein, c'est assez rapide. Il télécharge juste les dernières informations sur les derniers virus. Pourquoi ? Parce que y a des nouveaux virus qui apparaissent tous les jours, donc le logiciel a besoin de se connecter régulièrement sur son serveur pour récupérer les dernières informations, on va dire, sur comment neutraliser les derniers virus qui sont apparus. Donc une fois qu'il a mis à jour sa base virale, on va pouvoir lancer l'analyse en allant dans l'onglet Recherche. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire un examen rapide, mais il n'analysera pas tout. Il analysera juste la mémoire, quelques fichiers système. Mais si vraiment vous avez le temps, je vous recommande plutôt donc de faire dans ce cas-là un examen complet. Et là, il va analyser tous les fichiers de votre système. Donc vous cochez exécuter un examen complet, vous faites rechercher. À ce moment-là, il sélectionne par défaut les disques durs. Vous pourriez rajouter lecteur CD si vous mettez un CD dans votre lecteur CD, ou une clé USB si vous branchez une clé USB pour qu'il analyse aussi votre clé. Vous pourriez aussi décocher les disques durs, ne cocher que la clé USB par exemple si vous ne vouliez analyser que votre clé USB. Voilà, donc là je laisse comme il m'avait mis par défaut, c'est-à-dire seulement les disques durs, et je fais rechercher. Là c'est parti, donc toujours pareil, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie selon le nombre de fichiers et la vitesse de votre ordinateur.
Quand il a terminé, alors vous voyez les menaces qu'il a trouvées en cliquant sur... enfin ça apparaîtra déjà ici, mais vous aurez aussi un nouveau bouton afficher les résultats, vous aurez le détail des menaces. Et dans ce cas-là, après avoir fait afficher les résultats, vous aurez aussi un bouton qui vous permettra de supprimer les menaces. Donc bah, évidemment, faites-le. Hein. Voilà. Donc pareil, si vous voyez qu'il a trouvé que un ou deux trucs, c'est pas forcément des choses très dangereuses, ça peut peut-être être juste un petit adware. Par contre, s'il en trouve 5, 10, 30, là c'est que vraiment vous êtes infecté. Donc là, si ce genre de logiciel ne réussit pas à venir à bout de vos menaces, c'est-à-dire que si vous le relancez et qu'il trouve toujours des choses, a priori, vaut mieux faire appel à un expert. Donc là, je vais abandonner l'examen. Oui. Voilà, donc vous voyez bien qu'il génère un rapport. Hop, et je ferme. Voilà, donc ça c'était quoi faire si vous pensez être infecté, donc pour essayer de résoudre le problème vous-même ou après de faire appel à un expert. Maintenant évidemment le but ça va être d'essayer d'éviter d'être infecté. Donc pour ça, la prévention, quels sont les logiciels de protection à avoir? Alors, à noter que sur les Macintosh, ils sont à la base bien protégés contre les mieux protégés contre les virus au niveau du système en lui-même, sur les Mac et les Linux. Beaucoup moins sur le système Windows, c'est pour ça qu'il faut mieux protéger le système Windows. Néanmoins, c'est aussi des questions de part de marché. Windows était le plus vendu, donc les pirates développaient plus des virus pour le système Windows. Depuis que Mac a grossi ses parts de marché, on trouve de plus en plus de virus qui attaquent les Mac. Donc il faut aussi protéger quand même son Mac avec un antivirus. Les systèmes d'exploitation aussi sur les périphériques comme les tablettes, les smartphones aussi, on peut infecter aussi un smartphone, donc il faut aussi le protéger avec un antivirus. Donc, pareil, vous avez des choses gratuites, des choses payantes. Les choses payantes toujours plus efficaces, c'est normal. Les choses gratuites peuvent être satisfaisantes, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on fait de la machine. Donc ça, on y reviendra sur ce point. Selon votre comportement, vous augmentez vos risques d'infection. Donc si vous n'avez pas un comportement à risque, une solution gratuite peut être suffisante. Vous avez par exemple des bons antivirus gratuits comme Avast. Alors là d'ailleurs on n'en est plus à la version 7, je ne sais plus à combien on en est, 8 ou 9 maintenant. Avira, AVG, ça c'est des bons antivirus. La solution de Microsoft aussi, Microsoft Security Essentials, donc tout ça c'est des bons antivirus gratuits. Sinon dans les payants, alors vous avez quelques marques dans les meilleurs, Kaspersky, Note32, DZ, Bitdefender, GData, etc. qui sont parmi les meilleurs antivirus payants. Alors, sur votre ordinateur, il vous faut aussi, en plus de l'antivirus, en complémentarité, un pare-feu, firewall. Le rôle du pare-feu, lui, il est plus de contrôler toutes les données entrantes et sortantes échangées avec le réseau. Donc en fait, votre ordinateur, il y a comme des ports de communication par lesquels on peut rentrer et sortir, un peu comme des portes si vous voulez. Il faut, donc c'est pas trop le rôle de l'antivirus de s'occuper de ça, c'est plus le rôle du pare-feu qui va contrôler, voir si les ports qui doivent être ouverts par certains logiciels sont légitimes et si les autres sont bien fermés et qui ne sont pas ouverts alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc tout ça c'est un petit peu le rôle du pare-feu. Il faut savoir que Windows a un pare-feu intégré qui était pas très efficace du temps de Windows XP, mais bon depuis là, Windows 7, Windows 8, tout ça, le pare-feu est relativement correct. Normalement, il est activé quand vous achetez la machine et que vous la démarrez pour la première fois et il vous propose de l'activer. Donc évidemment que vous dites oui et normalement il est activé par défaut. Si vous avez un doute et que vous voulez vérifier, vous allez dans le menu démarrer, vous allez dans panneau de configuration
Et là, dans le panneau de configuration, vous allez dans Système et sécurité. À ce moment-là, vous avez une rubrique pare-feu Windows. Alors on pourrait même cliquer directement ici sur vérifier l'état du pare-feu. Et là, donc vous pouvez avoir le pare-feu qui s'active selon les cartes de communication avec le réseau, carte Ethernet, carte Wi-Fi, etc. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs réseaux. Donc normalement vous pouvez vérifier pour chaque réseau que votre pare-feu est bien activé. Là mon pare-feu est activé pour le premier réseau et pour le deuxième réseau. Donc pas de souci, de toute façon c'est vert, si c'était pas activé ça serait rouge. Si vous voulez installer un autre pare-feu, plus efficace encore que le pare-feu de Windows, vous pouvez. Vous avez par exemple des pare-feux même gratuits comme Zone Alarm Free, qui est même mieux que le pare-feu Windows. Vous avez des très bons pare-feux gratuits ou même d'autres payants. Zone Alarm Pro par exemple qui est payant. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas deux pare-feux dans votre ordinateur. Il en faut qu'un seul. Pourquoi? Parce que déjà, ça va le ralentir énormément. Donc si vous n'avez pas une machine puissante, ce sera ingérable. Et puis surtout parce que ça va créer des conflits. Donc du coup, il faudrait mieux désactiver le pare-feu Windows. Dans ce cas, si vous en installez un autre, je dirais. Encore que bon, le pare-feu Windows est intégré au système, donc ça pourrait encore ne pas causer trop de problèmes. Mais si vous ne pourriez pas, par exemple, installer deux pare-feux, il faudra d'abord en désinstaller un avant d'en installer un autre. Néanmoins, comment désactiver le pare-feu de Windows? Donc, là où on est arrivé tout à l'heure, donc dans le panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows, eh ben, il vous suffirait de cliquer ici sur activer ou désactiver le pare-feu Windows. Et à ce moment-là, vous pourriez cocher pour chaque réseau désactiver le pare-feu Windows. Là, évidemment, je ne vais pas le faire, mais ça serait là que ça se passe et puis il faudrait confirmer ici. Et inversement, pour le réactiver, ben, vous retournez là et puis vous faites activer tout simplement. Donc un seul pare-feu, sachant que le pare-feu Windows normalement il est déjà activé, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Et puis un seul antivirus aussi, parce que si vous mettez plusieurs antivirus sur votre ordinateur, toujours pareil, ralentissement énorme et conflit potentiel entre les deux. Alors, si ça vous paraît compliqué d'installer plusieurs choses, un pare-feu, un antivirus, etc., vous pouvez choisir des suites de sécurité qui font tout. Suites de sécurité qui font tout en un, antivirus, pare-feu, anti-spyware, anti-phishing, contrôle parental, etc. Par contre, là, j'en connais pas à ma connaissance de gratuites qui font tout. Là, c'est généralement des choses payantes. À renouveler tous les ans, c'est pas quelque chose qu'on achète une fois pour tous. Tout ce qui est antivirus, généralement, il faut repayer tous les ans. C'est comme un abonnement. Donc la première fois, donc vous pouvez le payer, je sais pas, 60 €, et puis après c'est un peu moins cher les autres années, c'est peut-être que 40 ou 30 €, mais il faut repayer. Quelques noms de bonnes suites de sécurité. Alors on reconnaît une suite de sécurité parce que dans le nom du produit il y a marqué Internet Security tout simplement. Vous avez Bitdefender par exemple, Kaspersky, Norton. Alors Norton a pas forcément des bons résultats en tant qu'antivirus tout seul, mais en tant que suite de sécurité il est pas mal. Voilà, Trend Micro, EZ, G-Data, etc. Donc on retrouve toujours des marques assez connues et assez efficaces. Des logiciels d'analyse, donc qui vont pas forcément, comme là les antivirus, qui vont évidemment surveiller en permanence votre système.
le pare-feu et l'antivirus se lancent au démarrage de votre ordinateur et le surveillent en permanence. Mais rien ne vous empêche d'installer des logiciels pour lancer vous-même des analyses qui viendront en complément. On l'a vu par exemple tout à l'heure pour Malwarebytes anti-malware. Hein. Lui, il ne surveille pas votre système, il ne se lance pas au démarrage, mais vous pouvez le lancer vous-même manuellement et faire une analyse de votre ordi. Donc il ne le protège pas, mais il est capable de supprimer des menaces. Donc là, du coup, évidemment, il ne faut pas en lancer plusieurs en même temps, mais vous pouvez en installer plusieurs sur votre ordinateur et puis les lancer un par un. Vous pourrez par exemple donc installer malware anti-malware, mais aussi spyware terminator, Emisoft anti-malware, etc. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive. Hein. Voilà, ça peut être bien d'en avoir plusieurs. Pourquoi? Parce que ils peuvent être complémentaires. Il peut y en avoir un qui voit des choses que l'autre ne voit pas, ou un qui réussit mieux à venir à bout d'une menace que l'autre. Donc si vous voyez que vous êtes infecté, vous pouvez en lancer plusieurs à la suite pour essayer de désinfecter votre ordinateur. Donc ça, je dirais à ne lancer que si vous avez des doutes, comme on l'a vu tout à l'heure au début du cours, que si vous avez des doutes que votre ordinateur est infecté. Ou de temps en temps, si vous voulez faire un contrôle, vous pensez qu'il y a un espion ou quelque chose sur votre ordi, vous faites une petite analyse, puisque bon, bah peut-être votre antivirus aurait pu laisser passer quelque chose. Hein. Ça peut arriver, ou votre pare-feu aurait pu laisser passer quelque chose. Voilà, donc logiciel plus spécifique encore que l'antivirus, mais bon, voilà, un antivirus est aussi capable de neutraliser normalement la plupart des menaces. Toujours dans les logiciels plus spécifiques sur certaines menaces et donc plus efficaces que l'antivirus, les logiciels anti-adware, tout ce qui est un petit peu barre d'outils, publicité, des choses comme ça, qui peuvent s'installer des fois quand vous installez d'autres logiciels. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention déjà à la base quand vous installez un logiciel, de ne pas cocher, de décocher plutôt certaines options qui vous proposent d'installer des barres d'outils en parallèle ou d'autres logiciels en parallèle. Hein, si vous voyez des noms, vous voyez que ce n'est absolument pas en rapport avec le logiciel que vous êtes en train d'installer, décochez ces options-là. Sinon, vous allez installer des choses qui peuvent déjà polluer votre environnement de votre navigateur visuellement, et aussi prendre de la mémoire, ralentir, voire même certains qui sont limite dangereux. Donc, dans le doute, ne les installez pas. Si vous voulez les enlever, vous avez des logiciels qui sont pas mal, comme par exemple ADW Cleaner, qui donc peut vous enlever la majeure partie de tous les trucs les plus courants, comme Babylone, Imminente, Ask Toolbar, etc. Voilà, tous les trucs assez courants qui s'installent avec d'autres logiciels légitimes et qui polluent votre PC. Alors on peut voir rapidement comment télécharger et installer ADW Cleaner. Donc vous tapez par exemple dans Google ADW Cleaner. Vous allez le chercher sur un site de confiance. Prenons par exemple Comment ça marche, qui est quand même un site de confiance. Donc là, j'ai le lien ici, télécharger. Là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, donc je vais faire enregistrer le fichier. Là, il va se télécharger. Alors, il me demande où, donc je vais le mettre par exemple dans le dossier téléchargement. Je fais enregistrer. À ce moment-là, il se télécharge. Donc, je vais aller ouvrir mon gestionnaire de téléchargement. Donc là, comme je suis dans Firefox, mon gestionnaire de téléchargement, il est là. Si vous êtes par exemple dans Chrome, il sera en bas à gauche. Vous pouvez l'ouvrir en bas à droite. Donc là, il a presque fini d'être téléchargé. Voilà. Voilà, là, il est fini d'être téléchargé. Donc, je clique sur le fichier pour l'exécuter.
Là, je vais commencer l'installation de l'utilitaire. Voilà, alors comme c'est un petit logiciel, l'installation est très rapide, ou des fois il n'y a même pas besoin d'installation, des fois il suffit de cliquer sur l'exécutable pour lancer directement le logiciel. Là je crois que c'est le cas, a priori il n'y a quasiment pas d'installation. Une fois que le logiciel est lancé, évidemment j'ai plus besoin d'internet, hein. Je peux fermer internet. Donc comment ça se passe? Il suffit de cliquer sur le bouton scanner, qui est ici. Là, ça va prendre quelques minutes, c'est assez rapide, donc on va peut-être aller jusqu'au bout. Voilà, donc là, l'analyse est terminée. Donc on pourrait choisir de décocher certaines choses à ne pas supprimer. Bon, la plupart du temps, il ne commet pas trop d'erreurs, hein, donc vous n'avez pas trop de danger à tout supprimer. Donc dans ce cas-là, vous cliquez tout simplement sur nettoyer. Donc là c'est pareil, ça va durer quelques secondes, mais il va surtout vous demander de redémarrer votre ordinateur. Alors faites-le. Et une fois que votre ordinateur redémarrera, il terminera le nettoyage et puis vous aurez donc un message où il vous affichera un rapport de tout ce qu'il a nettoyé. Voilà, donc là je ne vais pas le faire, je vais l'arrêter. Comment paramétrer son antivirus? Donc là, ça va dépendre des différents logiciels. On va voir par exemple le logiciel Avast, qui est un logiciel gratuit. Soit vous lancez l'icône qui est sur votre bureau, soit comme le logiciel se lance au démarrage, hein, c'est normal puisqu'un antivirus doit toujours surveiller votre système en permanence. Donc vous avez l'icône dans la zone de notification en bas à droite. Vous avez soit le clic droit de votre souris qui vous permet d'accéder à différentes choses comme par exemple les mises à jour. Si vous voulez mettre à jour manuellement la base de données, sachant qu'elle se fait à jour automatiquement. Mise à jour manuelle du programme. Dans gestion des agents Avast, vous pouvez désactiver pour un certain temps votre logiciel, par exemple désactiver jusqu'au prochain redémarrage. Ça peut servir des fois quand on doit installer certains logiciels, il faut désactiver l'antivirus pour pas qu'il empêche l'installation. Sinon, le double-clic qui vous permet d'accéder à différents paramétrages. Alors, il faut savoir que Avast, c'est assez spécifique. Bien que ce soit gratuit, il faut s'enregistrer tous les ans et la licence est valable 365 jours. Pour le enregistrer, alors déjà, il vous alerte. Hein, quand il vous alerte en bas à droite quand la licence arrive à expiration. Il vous alerte quelques jours, déjà 30 jours avant, puis quelques jours après. Pour renouveler, donc vous pouvez par exemple aller dans maintenance. Vous cliquez dans maintenance ici. Ensuite, vous allez dans enregistrement. Alors moi justement ça tombe bien là, j'arrive dans les 30 derniers jours qu'il me reste. Donc du coup je vais pouvoir me réenregistrer. Donc dans ce cas-là je vais tout simplement cliquer sur enregistrez-vous maintenant. À ce moment-là, attention, hein, il vous propose forcément de vous amener vers la version gratuite, vers la version payante, je veux dire. Donc, si vous souhaitez version payante là, si vous souhaitez évidemment conserver la protection gratuite, qui est déjà pas mal, attention de cliquer sur le bouton donc du côté gauche, sélectionner, protection standard. Donc allons-y. À ce moment-là, c'est simple, hein, vous rentrez un prénom, un nom, une adresse mail,
adresse mail valide, hein, il peut vous demander vérification dans cette boîte email. Et puis vous cliquez sur le bouton vert, enregistrez-vous avec votre adresse mail. Et c'est fini. Là, toujours pareil, attention, il va vous amener vers une autre version payante, hein, même s'il marque que c'était une version d'essai gratuite. Ça va être gratuit pendant 20 jours. Donc là, ce qu'il faut faire, il n'y a pas de bouton pour dire non, donc il ne reste plus qu'une seule chose à faire, hein. C'est tout simplement de fermer la fenêtre avec la petite croix, mais ne vous faites pas avoir de cliquer sur le bouton. Vous n'êtes pas forcément obligé de cliquer sur un bouton dans une fenêtre. Là, je ferme la fenêtre, mais je vois bien que c'est bon. Maintenant, je suis reparti pour 366 jours. Donc, voilà. Alors, autre chose intéressante, donc on va aller pour ça dans l'onglet sécurité. Là, on était dans l'onglet maintenance, donc là, je vais revenir dans l'onglet sécurité. Et puis dans antivirus. Donc là, je pourrais planifier une analyse, parce que par défaut, une analyse n'est pas planifiée. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer un scan moi-même, je vais le planifier pour qu'il le fasse, par exemple, toutes les semaines automatiquement. Alors pour ça, donc je me mets évidemment dans la rubrique scan minutieux, et dans la rubrique scan minutieux, je vais chercher les paramètres. Là, dans la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, je vais trouver le menu planification. Dans le menu planification, je vais cocher la case planifier ce scan. Je choisis en dessous la fréquence. Donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Bon, pour un antivirus, ça peut être pas mal toutes les semaines. Donc fréquence hebdomadaire. Je peux choisir de réveiller l'ordinateur s'il se met en veille pour qu'il puisse effectuer le scan. Si je n'ai pas utilisé l'ordinateur une fois le scan terminé, je peux aussi choisir de lui donner l'ordre d'éteindre l'ordinateur. Ça veut dire que Avast est capable d'éteindre Windows quand il a terminé l'analyse. Et puis évidemment, après je choisis le jour et l'heure auquel je veux lancer mon analyse. Hop, par exemple, le mardi soir, par exemple, toc, à 21h. Voilà, je lui dis de lancer, ou 21h15, toc, je lui dis de lancer l'analyse. Alors évidemment, il faut que votre PC soit allumé à cette heure-là et à ce jour-là. Bon, s'il loupe une fois, c'est pas très grave. Et je fais OK. Donc là, j'ai planifié une analyse. Il va, quand il trouve quelque chose, le mettre en quarantaine, le supprimer même. Vous pouvez aller voir les rapports dans ce cas-là. Dans maintenance, donc l'onglet où on était au début pour l'enregistrement, vous allez avoir sous enregistrement la rubrique rapport de scan. Et là, dans la rubrique rapport de scan, donc là, moi, j'en ai pas à vous montrer, mais vous aurez un nouveau rapport chaque semaine. Il vous suffira de cliquer sur le rapport et vous aurez la possibilité d'afficher les résultats. Il vous dira les virus qu'il a trouvés, etc. Dernière chose, si vous mettez une clé USB ou un CD, un support amovible, peu importe, vous voulez faire une analyse, voir s'il n'y a pas de virus avant de l'utiliser, pour pas éventuellement propager un virus dans votre ordinateur. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre clé USB, par contre, vous n'ouvrez pas la fenêtre en cliquant sur ouvrir le dossier comme vous faites d'habitude, parce que si vous ouvrez le dossier de votre clé, vous risquez d'exécuter un virus. Non, il faut que dès que vous ayez branché votre clé USB, tout de suite, vous lancez Avast, vous allez dans sécurité,
antivirus comme on a vu tout à l'heure. Et là, vous allez trouver la rubrique, donc sous le scan minutieux dans lequel on était tout à l'heure, vous allez trouver la rubrique scan des médias amovibles. Scan des médias amovibles, c'est-à-dire tout ce qui va être CD, DVD, clé USB ou autre. Là c'est simple, donc vous allez tout simplement, dès que vous avez mis votre clé, faire démarrer. À ce moment-là, il va analyser votre clé USB par exemple, et puis toujours pareil, s'il détecte des choses, il va les mettre en quarantaine ou il va vous alerter. Alors des fois, Avast détecte des choses comme des virus qui n'en sont pas. Donc après, c'est vrai que pour le débutant, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. On appelle ça des faux positifs. Des fois, sur les autorun des clés USB. Bon après, c'est pas très grave non plus si vous supprimez le fichier autorun de votre clé USB. Hein. Vous pouvez quand même l'utiliser en allant dans ordinateur. Voilà, donc on a vu, on va dire l'essentiel, il y aurait d'autres choses aussi à voir concernant le paramétrage d'Avast. Donc ça, il faut que vous retrouviez ça dans d'autres logiciels. Il est évident que si par exemple vous avez installé Avira, que vous voulez faire une planification, ça se situe pas au même endroit dans les menus, c'est à vous de chercher un petit peu dans ce cas-là, ou de demander à quelqu'un ou de faire une petite recherche sur internet. Pour terminer sur tout ce qui est sécurité, il faut aussi surtout, alors protéger son ordinateur c'est une bonne chose, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on sait ce qu'on fait, si on sait où on met les pieds, on a très peu de risques d'attraper quelque chose. Donc il faut faire attention, c'est aussi à son comportement, je dirais. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, on va voir un petit peu quelques comportements à adopter pour éviter d'être infecté. Alors, la première chose, c'est d'avoir un système à jour. Il faut toujours avoir les dernières mises à jour de votre Windows, puisqu'il y a des correctifs de sécurité dedans. Ça, normalement, ça se fait automatiquement. Donc, quand vous éteignez votre ordinateur, il fait ses mises à jour, laissez-le faire, je dirais. Après, il y a certains logiciels qui vont le faire automatiquement, comme vos navigateurs, normalement, Chrome, Firefox, tout ça le font à peu près rapidement. Pas toujours quand ça passe d'une version assez différente. Dans ce cas-là, à vous de vous tenir un peu au courant sur Internet, et puis de peut-être télécharger le dernier Chrome ou le dernier Firefox ou le dernier Internet Explorer qui existe. Puisque plus votre navigateur est à jour, c'est toujours pareil, moins il y a de risques de sécurité. Moins il y a de risques de failles de sécurité. Mettez aussi à jour certains plugins ou logiciels qui sont utilisés couramment dans un ordinateur, comme le logiciel Java par exemple. Donc ça, toujours pareil, si vous voyez apparaître une demande dans une page internet, ça peut être un piège. Par contre, si vous voyez apparaître la demande au lancement de votre ordinateur et que la demande de la mise à jour apparaît en bas à droite dans la zone de notification ou dans la barre des tâches de Windows, là il y a peu de risque que ce soit un piège, sauf si votre ordinateur est infecté. Ça veut dire que c'est la vraie mise à jour de Java, donc faites-la, il n'y a pas de danger. Vos plugins aussi, Adobe Flash Player, Adobe Reader, etc. Essayez au maximum de mettre à jour vos logiciels. Bon, des fois, il y en a, c'est payant les mises à jour. Pourquoi ? Parce que dans les dernières versions des logiciels ou des plugins, toujours pareil, il y a normalement moins de failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des pirates. Donc ça, c'était les mises à jour. Alors maintenant, quand vous surfez sur Internet, quels sont les sites qui ont le plus de risques d'avoir des virus ? Vous avez tout ce qui va vers des sites illégaux ou je qualifie de tendancieux, on va dire, des sites concernant le piratage, concernant des choses illégales, des sites porno, des sites de jeux d'argent. Alors évidemment pas tous, mais il y en a beaucoup quand même qui amènent des virus. Beaucoup de sites aussi pour télécharger des logiciels qui amènent des virus. Donc il faut faire attention quand vous allez sur ces types de sites où vous mettez les pieds.
vous augmentez considérablement votre risque d'attraper des virus si vous allez beaucoup sur ces sites. Du coup, peut-être là, les solutions gratuites seront insuffisantes. Peut-être installer des versions payantes, hein, comme on a vu quelques noms, des suites de sécurité payantes. Ce qui n'empêche pas non plus de faire attention quand même. Autre comportement à risque, les logiciels de partage peer-to-peer, comme Emule, Azureus, Sherazade, etc. Vous allez télécharger des films, de la musique. Bon, déjà, illégal, vous n'avez pas le droit, mais bon, c'est des logiciels qui servent aussi à télécharger des choses légales. Mais vous risquez de télécharger aussi des virus, des fichiers qui se font passer pour un fichier de musique ou pour un film, puis qui en fait sont un virus. Faites attention à ces logiciels. Dans votre boîte email, les publicités, faites attention au spam. Surtout, si vous ouvrez un spam et que vous lisez le message, il y a peu de risque, mais si vous ouvrez un fichier joint, là vous risquez de télécharger un virus. Donc n'ouvrez pas les fichiers joints des spams. Même les liens, si vous avez un lien dans les spams, n'ouvrez pas. C'est peut-être un lien qui vous amène vers un site, vers un virus. Attention aux spams aussi qui se font passer pour un organisme, par exemple votre banque ou EDF ou je ne sais quoi, en vous disant attention, ou PayPal ou je sais pas qui vous dit attention, votre compte n'est plus à jour, nous avons besoin que vous nous redonniez votre coordonnée, cliquez sur le lien, etc. Attention, dans 99% des cas, c'est un piège. Je dirais même dans 100% des cas, ne donnez jamais vos coordonnées de carte bleue, téléphone, n'importe quoi. Ne donnez jamais de données confidentielles par mail. Si vous avez besoin d'actualiser une situation par internet, vous allez sur le site, sans passer par votre boîte mail, vous cherchez dans Google le site de votre banque, par exemple, vous rentrez sur le compte client du site en tapant votre identifiant, votre mot de passe, etc. que vous a donné votre banque, et vous êtes sûr d'être sur le site internet, le vrai, de votre banque. Voilà, si vous passez par un mail, là, c'est le piège à coup sûr. Ne téléchargez pas de programmes sur des sites que vous ne connaissez pas. Vous croyez télécharger un vrai logiciel, mais en fait vous êtes sur un faux site. Vous téléchargez un logiciel qui peut être un virus, ou vous téléchargez du moins un logiciel qui va vous amener des publicités, des adwares et tout, qui va polluer votre PC, ou des barres d'outils ou des choses comme ça. Voilà, donc là je vous renvoie au cours sur le téléchargement de logiciels. Il faut, quand vous tapez le nom de votre logiciel dans Google, déjà éviter les fautes d'orthographe. Ensuite, restez dans les premiers résultats de Google. Là, il y a peu de risques. Et ensuite, si possible, allez sur des sites de confiance. Si possible, si vous allez télécharger sur le site du fabricant du logiciel, ou sur certains sites de téléchargement de confiance comme Clubic, éventuellement Comment ça marche. Évitez des sites très connus comme 01net. Des fois, ils amènent des adwares. C'était bien au début, mais ça ne l'est plus autant. Ou Softronic, ça amène des adwares aussi, ces choses-là. Ça amène pas forcément des virus, mais des fois, c'est limite. D'une manière générale, voilà, si vous êtes sur un site que vous ne connaissez pas, vous ne téléchargez rien. Et puis surtout, voilà, restez dans les premiers résultats de Google. Voilà, sinon, attention au social phishing aussi. Si vous arrivez sur un site frauduleux, social phishing c'est quoi? On va vous faire croire que votre ordinateur est infecté. Vous allez voir une analyse qui va se faire à partir d'un site internet, une barre de défilement, on va vous dire que vous êtes infecté par 38 malwares, ça va se mettre à clignoter en rouge, vous allez prendre peur,
Il va vous dire, vous pouvez désinfecter votre PC en téléchargeant tel logiciel. Et si vous prenez peur et que vous le faites, vous faites avoir, c'est-à-dire que votre PC n'était pas infecté. Et vous faites l'inverse, au lieu de télécharger un vrai logiciel de désinfection, vous téléchargez un pseudo-logiciel qui sert pas à grand chose, ou l'inverse, vous téléchargez un virus. Évidemment, les virus ne s'attrapent pas que par Internet, ils s'attrapent aussi par les clés USB, les disques externes, les CD, tout ce que vous branchez sur votre ordi. Donc, d'où faire des analyses quand vous branchez un support externe, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec Avast par exemple, analyse des disques amovibles. Voilà, on a vu aussi comment le faire avec malware, anti-malware, mais vous pouvez le faire avec beaucoup de logiciels de sécurité. Après, même si notre PC est bien défendu, on n'est pas à l'abri quand même d'attraper un virus ou d'être attaqué par un pirate très fort et de perdre des documents. Donc, de manière générale, il va falloir que vous fassiez aussi des sauvegardes régulières de vos documents personnels. Par exemple, sur un disque externe que vous branchez au moment de la sauvegarde, pour éviter qu'il soit contaminé lui aussi. Ou par exemple sur le cloud, il faut savoir qu'il y a certains sites internet sur lesquels vous pouvez faire des sauvegardes. Si c'est des petits fichiers, bon, vous avez encore des espaces qui sont gratuits, mais sinon après, évidemment, ça va être payant aussi. Les gros espaces de stockage vont être payants, mais là, c'est peut-être intéressant aussi d'avoir ces données en copie à la fois sur un serveur de manière sécurisée et aussi dans son ordinateur. Voilà, donc nous avons fini.